Pascal, non. Madame Dreyfus parle à la fin. Parle à la fin. Les deux Pascal d'abord. C'est parti. Ok, je vous demande de prendre place. On va démarrer. Voilà. C'est un grand honneur d'accueillir trois personnalités politiques de ce rang aujourd'hui. Vous les connaissez bien sûr. Je ne vais pas m'attarder longtemps sur les présentations, mais tout de même vous rappeler les éléments essentiels. Donc, Madame Dreyfus, qui a été conseillère fédérale, la seconde femme élue au Conseil fédéral, tout de même, il faut le rappeler, je pense, c'est la première femme présidente. Donc, elle a été conseillère fédérale de 1993 à 2002. Monsieur Pascal Couchepin, conseiller fédéral de 1998 à 2009, deux fois président de la Confédération, en 2003 en 2008, chef du département fédéral de l'Intérieur et de l'économie. Et monsieur Pascal Broulis, qui est en charge aujourd'hui, qui est conseiller d'État dans le canton de Vaud, qui est dans cette fonction depuis 2002, ça fait donc 15 ans qu'il est au gouvernement, chef du département des finances et des relations extérieures. Et nous avons... Et il aime les impôts. Il a écrit quelques... Vous pouvez le dire dans le micro. Il est d'ailleurs l'auteur de plusieurs ouvrages, dont un sur le thème. Nous avons aussi la chance d'avoir cet après-midi avec nous quatre représentants de la future génération, si on peut vous présenter comme ça. Peut-être juste avant de vous céder la parole, puisque vous interviendrez après, mais je veux juste vous demander de vous lever pour qu'on vous voie quand je vous mentionne votre nom. Donc, Kaja Pawlowska, qui est ici, voilà, avec nous, qui est élue et qui prendra la parole par la suite. Louise Morand. Merci. Johan Rochelle, voilà. Ils se présenteront eux-mêmes. Et Mathieu Esli. Parfait. Voilà, ce sont eux aussi qui vont devoir piquer nos expérimentés politiciens. Alors, pour commencer tout de suite, sans plus traîner, je vais demander à monsieur Couchepin, en quelques minutes, une première réaction par rapport à tout ce qu'on a vu et bien sûr par rapport au sujet, les défis de la démocratie suisse. Bonsoir. Tout d'abord, un petit mot théorique. Je crois qu'une partie des problèmes et des questions qui sont lancées lors de ce débat peuvent être résolus en fonction de quelques idées de fond. Moi, je crois que tous les systèmes politiques naissent avec un bruit de fond qui est issu de la culture. Ici, en Europe occidentale, c'est le système judéo-chrétien et les Lumières. En fonction de ce système, ça pose la question de savoir si ailleurs la démocratie peut s'épanouir aussi. Ça, c'est un problème qu'on n'a pas à résoudre. C'est comme ainsi chez nous, on observe. En fonction de ce bruit de fond, le système le plus conforme à la dignité de la personne humaine, c'est le système démocratique. Mais le système démocratique ne dit pas la vérité, il dit la règle. Le bruit de fond est toujours présent. Et à un certain moment, il faut pouvoir recourir contre la règle au nom du bruit de fond issu de notre civilisation et qui est le socle sur lequel on a pu bâtir un système politique, qui trouve sa légitimité profonde. Et cette contestation, elle peut venir de plusieurs niveaux, et je pense que c'est bien que ça vienne du Parlement, qui pourrait refuser certaines initiatives, mais aussi du droit international et de la Cour des droits de l'homme. Je trouve dans le recours à la Cour des droits de l'homme quelque chose de très positif, c'est la volonté de différents pays qui ont choisi des systèmes politiques variés d'élaborer ensemble une conception de la place de la personne humaine dans le système politique en fonction du bruit de fond commun que j'ai évoqué il y a un instant. Alors, loin d'être quelque chose qui est négatif pour la démocratie, je dis c'est fantastique parce que c'est une prolongation de notre effort démocratique en Suisse que de pouvoir recourir à l'occasion à des tribunaux extérieurs qui sont internationaux et qui correspondent aussi à notre vision du monde. Troisième point, la démocratie, c'est un système dans lequel on donne et on reçoit. Et alors, le problème du droit de vote des étrangers, c'est un problème
de définition des limites. Qu'est-ce qu'on peut exiger d'un citoyen pour avoir le droit de voter? Alors, M. Auer, tout à l'heure, semblait dire s'il est là, par définition, il a le droit, pourquoi pas? Mais je pense qu'en tous les cas, ça mérite discussion. Et personnellement, je me dis aussi qu'il y a un problème quand, dans un pays comme le nôtre, je ne veux pas supprimer le droit de vote de ceux qui ne payent pas d'impôts du tout, mais ça devient un peu délicat quand, dans une démocratie comme la démocratie genevoise, je crois, 50% des gens ne payent pas d'impôts. Alors, personnellement, je me souviens, quand j'ai commencé la politique, il y avait encore en Valais la taxe personnelle, qui était de 50 ou 100 francs. Et on me disait toujours, ça, c'est tout citoyen contribue d'une certaine manière au fonctionnement de l'État et il paye au moins 50 ou 100 francs d'impôts. C'est le droit d'avoir accès et c'est la dignité de citoyen. Alors, ce n'est pas le rétablissement d'un système censitaire, mais je pense que ce serait quand même assez juste qu'on se pose la question de savoir que doit-on donner à l'État pour, en contrepartie, avoir le droit de vote, que ce soit les Suisses, que ce soit les étrangers, suivant la définition qu'on a, mais ça vient après une longue discussion, et on trouverait une solution commune après un débat, on l'appliquerait. Le dernier point, c'est la démocratie est un système lent. Vous avez évoqué l'UBS, j'étais président de la Confédération à ce moment-là. Je me suis alors eu des longues discussions avec l'ambassadeur de l'Union européenne qui dit « Ah, les Suisses, la démocratie directe, vous pouvez faire des choses qu'aucun autre pays ne pourrait faire. » En même temps, les Français essayaient de sauver, ils l'ont sauvé d'ailleurs, leur banque. Alors, il y avait le Parlement qui votait des décisions avant qu'elles n'entrent en vigueur. Bon, parce qu'il y avait une majorité acquise avec la discipline de vote. Dans notre système, si on devait demander au Parlement de bien vouloir mettre sur pied une commission pour étudier le projet lorsqu'il y a une digue qui saute et qui risque de détruire une ville, eh bien, la ville sera détruite avant qu'on ait eu le temps de définir. Idem pour l'UBS. Si l'UBS a été tombé, il y aurait eu un désastre total. Donc, la contrepartie du système lent que j'approuve, parce que ça rend impossible de faire passer des lois peu utiles. En contrepartie de ce système, il faut la possibilité pour le gouvernement d'agir en cas exceptionnel, avec des moyens exceptionnels, quitte d'ailleurs, excusez-moi l'expression, à se faire engueuler ensuite par le Parlement, ce qui est dans les règles du jeu. Et le Parlement dit, écoutez, on accepte cette fois-ci, mais vous n'avez pas le droit de recommencer, et on recommence quand même de temps en temps, mais chaque fois avec de bonnes nouvelles justifications. Merci beaucoup. Monsieur Brulis, je vous entendais dire pendant la première partie de l'après-midi, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Alors dites-nous votre vérité et ce qui compte pour vous aujourd'hui dans ce débat. Alors, tout d'abord, il n'y a pas de vérité en démocratie. Il y a le débat d'idées. Et la démocratie athénienne, celle qui a donné les fondements de celle qu'on connaît aujourd'hui, c'est le fameux droit à la parole. Le riche comme le pauvre peut s'exprimer, le riche comme le pauvre peut participer à l'Assemblée. L'Ecclésia, et c'est ça qui donne cette force à la notion de la démocratie. Elle s'est enrichie, elle a évolué, on a un peu biaisé. Il y a beaucoup de choses quotidiennes dans le petit film que j'ai beaucoup apprécié. Tout d'abord, merci à Charles Kleber de donner justement cette leçon de civisme. Parce que ça permet justement d'ouvrir le dialogue. J'espère que ce film sera peut-être repris dans des classes et que des jeunes vont se poser des questions de ce qu'est la démocratie. Maintenant, tout à l'heure, sous ton anecdote, Dreyfus évoquait que j'aime les impôts. Oui, en aimant les impôts, j'aime la démocratie, parce que quand on parle de l'impôt, on parle des prestations. Alors que vous soyez pour ou contre la RIE3, je vous pouvez faire l'exégèse de ce dossier. Mais par contre, la Suisse, c'est incroyable. Nous débattons d'un projet qui n'est pas imposé par le gouvernement, qu'il soit élu ou pas, qu'il ait pris les armes ou autre, mais c'est bien le peuple qui va débattre de ce projet et donc de parler de prestations. D'ailleurs, tout à l'heure, on évoquait des prestations. Certaines personnes ont peur d'avoir des coupes dans des prestations. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. Le débat est donc présent. Et en démocratie, on le donne, ce débat. Quand je disais que je n'étais pas d'accord avec certains points qui étaient évoqués, soit par les deux présentations des professeurs, par exemple, et comme l'a très bien dit Pascal Couchepin, il y a des droits et devoirs en démocratie.
Dans l'Antiquité athénienne, l'hoplite devait défendre la cité, entretenir son corps. Le métèque ne la défendait pas, mais par contre devait payer des impôts, clairement. Et donc il y a un lien de cause à effet. On ne va pas refaire toute l'exégèse de pourquoi les femmes vont si tard voter, mais il y a quand même une accélération à cause des guerres terribles, 14-18, à cause des modifications constitutionnelles qui font que la femme s'intègre définitivement dans la cité. Il faut juste savoir que, par exemple, en démocratie américaine ou européenne, les femmes ne peuvent tuer, et pourtant elles portent l'arme que depuis quelques années seulement. Mais aujourd'hui, elles peuvent tuer. Donc cette notion de démocratie permet justement le débat d'idées, permet justement la confrontation. Ensuite, ce que j'ai apprécié dans le film, c'est que la démocratie, c'est la liberté. Et c'est un point qu'il faut avoir à l'esprit, la liberté de pouvoir agir, de pouvoir se prendre en charge, de pouvoir évoquer, de pouvoir donner du temps. Alors, on parlait du défi de la démocratie suisse, oui, il y aura une évolution. Mais là aussi, je suis vraiment un amoureux de la lenteur. Comme praticien depuis 15 ans dans un gouvernement, c'est bien au travers de cette lenteur, mais qu'on peut aussi accélérer. Le cas de l'UBS ou le cas de la Banque cantonale vaudoise, il y a des moments où la démocratie s'accélère et qu'il y a des possibilités au travers du corpus de loi d'avoir une accélération. Mais en même temps, cette lenteur garantit des équilibres. Et puis alors, je me porte vraiment en faux, et je termine peut-être par cette évolution de société, des sondages, de l'électronique, tout ça, c'est pas la démocratie. D'ailleurs, si les Français font une chose très juste en démocratie, c'est qu'ils votent le dimanche. 98% du corps électoral se déplace à l'urne le dimanche. Et donc, je trouve ça remarquable. Parce que pour se déplacer, on se pose des questions. On se pose des questions et ça veut dire qu'on se forge une opinion. Le vote électronique, c'est l'antithèse même de la démocratie. Tant que je serai là, je me mettrai toujours sur le vote électronique. Ça ne peut pas jouer. Ce n'est pas un sondage. Les sondages, de toute façon, sont biaisés juste pour votre information. Parce que je les utilise aussi. J'ai répondu 5 fois au sondage de Tamedia sur la RIE3 pour m'amuser. 5 fois. C'est quoi le résultat qu'on aura? Ce n'est pas un sondage. C'est rien. C'est de la foutaise. La démocratie, c'est le débat qui se fait en amont. Qui se fait, il peut prendre du temps. Et ensuite, il y a le vote. Et quand le vote a eu lieu, en principe, et c'est là que la tyrannie de la minorité ne doit pas s'exercer, quand le vote a eu lieu, à ce moment-là, la majorité l'emporte et on applique la loi, celle qui a été votée, telle que c'était décrit par certains professeurs tout à l'heure. Merci, Madame Dreyfus. On fait beaucoup l'éloge de la lenteur, finalement. L'éloge de la lenteur, peut-être que les femmes auraient eu des droits politiques plus tôt. Qu'en pensez-vous et quels sont pour vous les enjeux aujourd'hui et les défis de cette démocratie suisse? Est-ce que tout va bien? Quels sont les enjeux auxquels on fait face? Bon, pour répondre très directement à votre question, il est clair que la démocratie nécessite finalement l'adhésion d'une majorité à une idée, et avec les bruits de fond qui sont souvent des bruits tout court, c'est-à-dire qui parasitent un peu la décision, il est clair que des choses qui nous paraissent aujourd'hui évidentes, qui en Suisse, contrairement à d'autres pays, ont dû passer par le vote populaire, ont pris plus de temps que là où un président ou un parlement pouvait, dans une campagne, dire d'emblée ce qu'il allait en faire, ou un parlement avec une majorité très claire, comme en parlait Pascal tout à l'heure, pouvait prendre une décision très, très rapidement. Alors, il n'y a pas que le droit de vote des femmes, il y a le droit de vote des étrangers, il y a la liberté d'établissement des Juifs, il y a X choses qui ont dû passer par le vote populaire et qui ont pris beaucoup plus de temps, certainement, qu'ailleurs. Mais bon, je dirais que c'est le prix de la démocratie et que la démocratie le vaut bien. Finalement, ça a été le triomphe aussi d'un mouvement et d'une révolution. C'est pas un cadeau. Je sais plus, quelqu'un ce matin parlait de l'octroi du droit de vote des femmes. Alors c'est clair que le corps électoral, enfin les citoyens ont fini par l'octroyer, mais c'était pas un cadeau. Ça a été conquis de haute lutte et ça a été conquis par la mobilisation, par l'explication, par la revendication, par la création de mouvements forts. Et ça, c'est aussi important. Ça fait partie de la démocratie. Et moi qui ai encore vécu les derniers soubresauts, disons, de cette exigence, je peux dire qu'elle nous a aussi formés, forgés et préparés à la vie politique que nous allions enfin pouvoir mener. J'aimerais dire que
J'ai également, à l'invitation de Charles Kléber, ou plutôt dans une institution présidée par Charles Kléber, qui est l'Institut suisse de Rome, été invité il y a 5 ou 6 ans, je crois, enfin, je ne sais plus exactement, à faire une conférence quasiment sur le même thème. Et je l'avais commencé avec mon partenaire dans cette discussion aussi par 2 slogans, si on veut. Et hélas, oui, peut-être que ce ne sont que des slogans. Ce qu'il faut, c'est réenchanter la démocratie, et ce qu'il faut, c'est mettre en question la notion d'identité. Et j'étais relativement optimiste. J'ai relu le texte tout à l'heure, et je pensais qu'effectivement, quelque chose qui me paraissait indispensable, c'est-à-dire la création du droit international, supranational, allait continuer à se développer. Je le vois aujourd'hui plus en danger que jamais, dans la mesure d'un côté que le consensus international s'affaiblit et qu'il y a des attaques très directes contre le droit international. Je pense à l'initiative sur laquelle nous allons être appelés à voter, qui a été mentionnée tout à l'heure, et qui vient d'un collègue du professeur Auer qu'il ne souhaitait pas nommer, je pense tout simplement pour éviter une montée d'adrénaline qui aurait été mauvaise pour sa santé. Mais c'est également le cas du discours de M. Trump et de tant d'autres discours actuellement sur le plan européen. Le cas Orban qu'on a vu tout à l'heure en est un autre exemple. Et sur le plan des identités, je vois quand même une montée alors très, très forte est-ce qu'on peut l'appeler nationalisme? Non, mais de l'idée qu'on peut définir les gens en fonction d'un critère quasiment, qui est soit le critère d'être né quelque part, soit le critère du genre, soit le critère, encore une fois, d'une religion, par exemple. Et je dirais que ce que j'ai appelé 2 slogans doivent continuer sans doute à être le fondement de la lutte pour la démocratie. Alors, réenchanter la démocratie, je crois que ce qui est difficile actuellement, et ce que je sens, ce que j'entends quand les gens dans la rue me demandent mon avis, c'est quand même le sentiment de la difficulté de la démocratie semi-directe, c'est-à-dire de la question qui est posée et de la capacité, au fond, de trancher vraiment, au moins pour soi-même à plus de 50%, dans son fort intérieur, sur des questions extrêmement difficiles et des questions surtout extrêmement contradictoires, finalement. La question qui a été soulevée, j'aimerais bien qu'on en discute tout à l'heure, celle de savoir s'il doit y avoir un contrôle des initiatives ou pas. Je pense en fait qu'il faut un contrôle exercé par le Parlement, qui s'est montré, à mon avis, lâche, et pour des raisons tout simplement de soucis électoraux de chacun de ces parlementaires, plus que par respect de la démocratie et de la voix populaire. Lorsqu'une question contient en fait toute une série de questions, c'est contraire à la démocratie. En principe, nous devons avoir l'unité de la matière. Et lorsqu'on nous dit d'un côté que telle question ne porte que sur l'immigration de masse, mais qu'en fait elle porte sur les relations bilatérales, c'est contraire à l'unité de la matière. Et le Parlement aurait dû mettre cela pour le moins en évidence. L'un des interlocuteurs tout à l'heure disait au moins éclairer le peuple, si je peux dire, sur cette contradiction, mais à mon avis, cette contradiction est nocive pour la démocratie. Et une autre chose qui est nocive pour la démocratie, c'est bien sûr lorsqu'on nous invite à voter les yeux bandés sur une proposition. Et là, je partage votre amour, Monsieur Broulis, pour les impôts et pour les prestations, mais je dirais que la fiscalité sur les entreprises, la deuxième, a déjà prouvé que l'on avait menti au peuple. En fait, le tribunal l'a reconnu, que l'information avait été insuffisante, et je dirais que l'information aujourd'hui est aussi insuffisante. Je prends des exemples d'actualité, vous ne m'en voudrez pas certainement, mais c'est effectivement comment faire voter le peuple lorsqu'on ne peut pas lui dire quelles sont les conséquences de son vote. Et comment fait-on pour
éviter que le non ait aussi des conséquences impossibles. Oui, justement, mais ça... Ah non, mais c'est les conséquences gérables, mes amis. Pascal, vous voulez répondre à ça? Ensuite, on passe. Pascal a raison. Le Il faut oui, parler des conséquences bien du sûr. non également. Ben, bien sûr, le oui comme le non a des conséquences. Après, il faut faire à Paris. Et puis le tribunal fédéral sur la réforme entreprise 2 n'a pas donné, en quelque sorte, n'a pas contesté ni le résultat. Simplement, l'information sur les conséquences a été sous-estimée. Mais au final, malheureusement, les chiffres se contredisent. Une seule entreprise a rapporté 600 millions. Donc voilà, il faut toujours être prudent quand on parle de ces débats émotionnels. C'est un débat très émotionnel. La RIE2, j'y ai participé. Je pense que la Suisse y a gagné. Et sur la RIE3, aujourd'hui, il est autant émotionnel. C'est les règles du jeu. Il y a un peu de populisme dans cette émotion. Je regardais encore tout à l'heure des échanges sur les réseaux sociaux. Il y a du populisme. C'est des règles du jeu et de la démagogie. Mais après, il y a une sanction et on l'applique. Là, je suis d'accord, mais j'entends juste une plaisanterie. Monsieur Couchepin vient de dire qu'il faut parfois parier. J'aime bien le pari de Pascal, mais plutôt en théologie qu'en politique. Ok, merci. Je propose de passer la parole à Kaja Pawlowska et je vous laisse depuis là gérer la suite. Bon, alors, bonjour. Kaja Pawlowska, conseillère municipale à Confignon, à Genève, et puis aussi membre présidente d'une association, le Laboratoire démocratique, dont nous avons certains membres dans la salle ce soir, donc association de jeunesse. Moi, j'aimerais poser une question par rapport à la participation des jeunes. Premièrement, cette semaine, on a vu qu'il y a une nouvelle plateforme qui s'est lancée, Swissvote. Je ne sais pas si vous avez vu, donc ça permet de liker les prises de position des partis et puis de s'informer sur les votations. Et en fait, donc, c'est une initiative citoyenne lancée par des jeunes, de la même manière d'ailleurs que EasyVote, il y a quelques années déjà. Et on peut se poser la question un tout petit peu pourquoi ce genre d'initiatives viennent de la jeunesse et non pas des institutions. Alors, on a eu un petit peu un élément de réponse de la part de M. Adler. Quand on pense qu'un votant médian en Suisse a plus de 60 ans, on peut se demander si les décideurs aussi sont dans ces tranches d'âge. C'est un peu provocateur comme question, mais c'est ce que je voudrais vous poser finalement. Et surtout, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que le vote électronique, c'était de la foutaise, plus ou moins. Voilà. Et là-dessus, j'aimerais bien vous faire réfléchir juste à une seule chose, c'est que pour l'instant encore, ouvrir une enveloppe, recevoir le courrier, tout ça, tout ce processus qui nous permet de réfléchir. On dit c'est très bien de recevoir le vote à domicile parce que ça nous permet d'en débattre en famille, etc. Et ensuite d'envoyer de manière consciente 1 semaine, 2 semaines avant les votations et donc d'avoir ce débat, un petit peu ce temps de débat. Et donc que le vote électronique réduise ce temps de débat. Mais chez un jeune, bientôt, envoyer une enveloppe, ce sera plus compliqué que cliquer. Il faut bien comprendre que les mesures du type, justement, l'enveloppe et même peut-être d'autres votations, pire, quand il faut se déplacer le dimanche matin, c'est pratiquement discriminatoire auprès de la jeunesse, alors que le vote électronique peut promouvoir le vote des jeunes. Et on sait que c'est les jeunes qui ne votent pas. Donc, j'aimerais juste poser la question de ces initiatives et puis de la participation de la jeunesse. Pascal Couchepin. Moi, je partage un peu le point de vue des deux. Je pense que le vote électronique trop en avant du jour définitif du vote est quelque chose d'assez dangereux. Parce que beaucoup de gens reçoivent le vote par correspondance 3 semaines avant et dans les 24 heures, ils ont voté. Puis le débat continue. Alors, de temps en temps, je me dis, mais est-ce que ce ne serait pas possible qu'on envoie notamment la fameuse note d'explication 1 mois à l'avance et qu'on ait le droit de voter par correspondance que 10 jours avant le vote final, de telle sorte qu'on ait la documentation et qu'on puisse se référer à la documentation qui est bien faite en général, puisqu'elle est faite à la fois par les partisans et les adversaires de la proposition, et les gens pourraient dire, tiens, j'ai entendu cet argument, mais je veux regarder le texte qui m'a été envoyé par l'autorité, regarder les arguments pour et contre, et petit à petit, on approfondit le débat et on aurait le droit de déposer son bulletin que 10 jours et pas 3 semaines avant, de telle sorte que le débat soit plus approfondi. Après, qu'il soit électronique ou pas, personnellement, j'ai un peu de nostalgie du temps
Oui, les gens allaient à l'urne, mais je crois qu'en effet, tempi passati, il faut accepter ce changement. Je ne pense pas que ça améliore justement le débat de personne à personne, parce que chacun vote de manière solitaire à travers le vote électronique, mais au moins que la formation de l'opinion se fasse de manière lente par l'envoi de la documentation avant qu'on ait le droit de déposer le bulletin de vote. Merci, Pascal Brulis. Oui, la démocratie, c'est un effort. C'est pas gratuite. C'est s'engager. J'ai fait un choix dans ma vie. J'étais banquier avant. Je gagnais beaucoup plus qu'en politique, mais j'aime la politique. J'aime la confrontation du débat. Donc j'ai fait cet effort de m'engager. Ces temps, je parcours mon canton, la Suisse occidentale, et puis également du côté alémanique pour faire campagne sur la fiscalité. Cet effort-là, je prends ce temps. Ensuite, sur le vote. Le déplacement à l'urne, pour moi, je ne dis pas qu'il faut se déplacer formellement à l'urne, mais l'envoi par le courrier, un courrier, c'est quand même faire un effort. Le canton de Vaud a décidé de ne toujours pas rendre gratuite l'enveloppe. Pourquoi ? Parce que mettre 85 centimes sur l'enveloppe, c'est aussi faire un effort, c'est le prix qu'on donne en quelque sorte à cette démocratie. Dans cet esprit-là, le débat a eu lieu dans mon Parlement cantonal. Ensuite, vous avez fait un effort aussi pour venir débattre de la démocratie aujourd'hui. Vous auriez pu faire autre chose ce samedi, toute cette salle ici réunie. C'est ça. Maintenant, vos deux initiatives, je les soutiens. Tout d'abord, il faut savoir qu'elles sont soutenues par les pouvoirs publics. Il y a des subventions qui sont versées. Donc, il y a le contribuable qui contribue à soutenir ce genre de démarche. EasyVote, c'est de l'information. C'est une possibilité, en quelque sorte, d'enrichir le panel d'informations pour que les jeunes s'encouragent aussi à aller voter. Donc voilà, donc ces initiatives, toutes celles qui vont fleurir, il faut les soutenir parce que c'est une façon aussi de s'approprier ce que malheureusement, et peut-être que là, il faudrait faire un rappel à tous les responsables de l'instruction publique. Aujourd'hui, dans les écoles, il n'y a pas assez de civisme. Il n'y a pas assez réellement de civisme. Et le civisme, quand vous parlez du civisme, on parle aussi de ce qu'offre un État, on parle également aussi de ce qu'est l'État, dans toute sa composante. On peut faire aussi du français dans le civisme, on peut faire aussi des jeux scientifiques. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, dans ce qu'on accorde et le temps qu'on consacre à la démocratie, on devrait de nouveau avoir des cours de civisme. Et ça manque vraiment beaucoup. Madame Dreyfus, vous voulez compléter sur l'effort, par exemple? Non, mais je crois qu'il y a des nouveaux instruments qui se développent et qu'il faut pouvoir les apprivoiser et les utiliser au mieux possible. Donc, je suis relativement mal placée dans la mesure où, même si dans mon canton, je crois que j'ai le droit maintenant de voter électroniquement, je ne le fais pas. Et que j'aimais beaucoup aller effectivement au bureau de vote, et maintenant je trouve que c'est très pratique d'envoyer une enveloppe. Mais voilà, il faut apprivoiser ces nouveaux instruments. Ce qui est important, et là je partage tout à fait l'avis de mes collègues, c'est de créer les conditions pour que le débat ait lieu, pour que le débat ne se fasse pas dans une bulle, comme cela a été dit avec beaucoup de justesse tout à l'heure, c'est-à-dire que les opinions puissent vraiment se confronter. Ça pose aussi la question des médias qui a été soulevée aussi tout à l'heure. Donc c'est le débat qui compte, c'est pas le geste avec lequel on manifeste ensuite sa décision. Et là où je suis d'accord avec vous, Monsieur Brulis, c'est tout simplement, mais je crois qu'il y a une petite confusion. Le vote électronique, pourquoi pas, encore une fois, approvisionnons-le, mais les sondages ne sont pas la démocratie. Et ça, c'est absolument clair. Pas parce qu'ils sont mauvais et qu'ils échouent, on l'a vu ces derniers temps, mais parce que ce n'est pas une prise de décision responsable. C'est une opinion qui est donnée, dans le meilleur des cas, dans des bonnes conditions statistiques, mais ça n'est pas une prise de décision. Ce qui compte, c'est vraiment ce qui a été dit et qui est tellement fort. Les gens doivent prendre les décisions des choses qui les concernent directement et indirectement, dans la mesure où ça touche à leurs convictions profondes. Vous vouliez réagir, vous vouliez relancer l'un ou l'autre? Non. Mathieu Sly ou, je ne sais plus qui, Louise Morand. Volontiers, alors dites-nous aussi pourquoi vous avez fait l'effort de venir aujourd'hui. Oui, on voit des campagnes qui sont de plus en plus, on va dire, spectaculaires. Enfin, on voit aux États-Unis où il a fallu... Trump qui était chaque fois à balancer des informations tellement fausses qu'en fin de compte, on les corrigeait même plus. Comment est-ce que les citoyens peuvent avoir confiance
en fin de compte à leurs élus si ceux-ci commencent à balancer des informations qui sont, plus la fin de la campagne approche, plus elles frôlent la désinformation. Oui, la question du mensonge. Monsieur Cochepin. J'ai vu l'autre jour quelqu'un qui abordait ce problème. Il posait une question intéressante. Qu'est-ce que c'est qu'un mensonge? Qu'est-ce que c'est que la vérité? Il citait la fête de Noël. La fête de Noël, pour les chrétiens, c'est la naissance de Dieu. Pour les autres, c'est la naissance de quelqu'un qui passe pour un Dieu. Où est la vérité? Alors, il y a beaucoup d'objets comme ça. Les pronostics de Mme Dreyfus ne sont pas les miens pour l'avenir sur le RIE. Où est la vérité? Alors, je crois qu'on ne peut pas commencer de manière systématique et d'autorité à dire telle chose n'est pas vraie, vous n'avez pas le droit de l'exprimer. Il faut faire confiance aux citoyens. Il faut faire confiance aux citoyens et petit à petit, ils apprennent à être prudents et à ne pas prendre pour argent comptant quelque chose qui est publié par un journal ou un groupe qui a fait la démonstration que c'était faux. Et puis, c'est le système américain. Les Américains, c'est la maxime du débat. Chacun, dans le tribunal, doit défendre sa thèse. Et celui qui est inexistant, il perd. Et dans la vision américaine, c'est chacun qui... Il n'y a pas d'article condamnant le racisme, parce qu'on considère que quelqu'un qui manifeste du racisme est rejeté par l'opinion publique et est puni par l'opinion publique. En Europe, on a une vision un peu différente. On dit l'État a quand même un devoir, alors, de vérité, un devoir, mais il ne faut pas tomber dans l'éducation des citoyens. Et finalement, la seule chose possible, c'est peut-être de subventionner des organisations qui, de temps en temps, comme on entend à la radio le matin, parfois, en disant tel argument est faux, tel argument est juste, avec des faits. Mais je suis contre l'idée qu'on commence à avoir une instance qui dit ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, de manière systématique. Le débat est ouvert et les citoyens doivent s'engager. Mais ça ne vous choque pas parce que Bien sûr que ça me choque. D'accord. Mais pas assez pour supprimer la liberté de dire même des erreurs. Ok, Pascal Bolis. Dans les courants d'idées de la rhétorique antique, les démagogues sont nés dans la Grèce sous l'Acropole. La démagogie, c'est les premiers avocats. Hein. Quand vous écoutez dans les plaidoiries les avocats raconter des cracks, c'est les premiers mensonges. Quand on nous raconte que cette personne a eu un parcours difficile, que c'est pas de sa faute, elle a volé 3 fois, puis qu'elle a tué ensuite, ça fait partie de ce débat-là. Et moi, je fais toujours confiance auprès des gens. Ce qu'il nous faut en démocratie, c'est du temps. Réellement, il faut un espace de temps pour que l'opinion puisse se forger, pour que le mensonge soit dénoncé, parce que le mensonge, il est dénoncé. Les affabulateurs, à un moment donné, le rideau tombe et on revient sur des faits. La campagne américaine, qu'on le veuille ou non, que ça plaise ou pas, moi, j'aurais voté totalement contre M. Trump. Mais le problème, c'est qu'il y a eu un vote, des verdicts, il n'y a eu même pas un vote unique, puisque les Américains sont sur un modèle fédéraliste, des États ont voté, et dans beaucoup d'États, les Américains ont voté plutôt pour Trump après un débat. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont fausses, qui sont pas acceptables, et qui sont se dit tiens, c'est honnête, pourquoi tout d'un coup elle trouve des fondements. Peut-être ça revient à une question qui est venue dans presque toutes les interventions, c'est les médias. Et là aussi, je l'ai écrit dans mon dernier livre, et je l'ai présenté comme un journal. Il est présenté, le fragile pouvoir, comme un journal. Accroche, en tête, exergue, mise en perspective, critique, anecdote, comme écrivent les journalistes. C'est en quelque sorte une ode au journalisme. Et c'est clair que si on ne reconstitue pas des journaux, une pluralité de la presse, qu'elle soit électronique, qu'elle soit papier, là, la démocratie court à une catastrophe. Parce que l'opinion publique peut se forger aussi ses propres convictions au travers de cette pluralité qui est offerte. Je lis tous les jours encore 9 journaux par jour. Plus encore les sites Internet auxquels je suis abonné. Puis chaque fois, quand vous lisez Le Monde ou Le Figaro, prenant de la presse française, voire le Nouvel Obs, c'est pas la même chose que c'est abordé. Les textes ne sont pas écrits de la même façon. Quand on fait une lecture du monde, ben voilà, on a un éclairage qui n'est pas le même. Puis au final, je vais faire ma synthèse. Donc voilà, les mensonges. Sur la durée, les masques tomberont. J'en ai pas peur. Madame Dreyfus. Oui, je partage le souci de Louise face à des fausses nouvelles, face à la manipulation en politique. Mais je partage bien sûr aussi l'avis en fait de Pascal et de M. Broulis pour dire que
je ne vois pas comment on peut légiférer sur la fausse information. Pourquoi est-ce que je partage ce souci, malgré tout? C'est parce que il est lié à ce qui a été dit tout à l'heure aussi, la décrédibilisation de la politique. En fait, ce qu'il y a de plus grave dans le langage de M. Trump et dans les informations fausses qu'il a livrées et dans les promesses fausses qu'il en fait élire aussi, c'est la question encore une fois, tout ne visait qu'à décrédibiliser l'establishment, tout ne visait qu'à dire que les autres étaient des traîtres, que le peuple était trahi par ses autorités, etc. Et donc c'était vraiment, et c'est vraiment du poison pour la démocratie et pour le fonctionnement de l'État. Et ça a créé cette situation tout à fait particulière aux États-Unis, d'avoir perdu pour les 4 ans à venir, ou les 2 ans en tout cas à venir, tout check and balance institutionnel. Bien sûr, il reste un certain nombre de journaux, de médias, de groupes, et on l'a vu d'ailleurs avec les manifestations du 21 janvier. Mais en fait, l'aspect institutionnel, quand on a un président, le Sénat, la Chambre des représentants et demain la Cour suprême qui sont de la même couleur politique, alors le système, en fait, tel qu'il a été mis en place par les pères fondateurs, ne peut pas réellement jouer. Maintenant, la deuxième chose qui est quand même intéressante, puisqu'on parle des élections américaines et que ça a à voir avec la démocratie suisse, c'est justement le poids qu'institue un fédéralisme qui n'évolue pas avec la démographie et avec les changements du pays, et qui donne à des minorités, alors que le principe est bien sûr de protéger les minorités, mais qui leur donne un poids tel que c'est les minorités qui dominent dans la décision. Nous avons cela également en Suisse, avec une disproportion, si vous voulez, entre les cantons qui se manifestent au Conseil des États, qui fait qu'un Appenzellois vaut combien? 17 Zurichois, je crois, ou sinon davantage. Et donc, il y a l'idée d'un homme, une voix est en fait pervertie par un excès de fédéralisme. Je suis absolument fédéraliste et je pense qu'il faut qu'on garde cette idée de la protection des petites unités, mais on doit pouvoir la corriger de temps en temps. Si vous pensez que Trump a été élu en fait contre la majorité de la population, vous voyez à quoi peut mener justement cet excès de protection des petites unités, et aussi d'un découpage électoral et de règles électorales qui peuvent exclure toute une partie des citoyens du vote lui-même ou de l'élection elle-même, ou qui ne leur donnent pas le poids qu'ils devraient avoir dans une vraie démocratie. Oui, mais j'aurais voulu rajouter, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, à majorité, se renseignent via Internet, soit surtout via les réseaux sociaux, en fait, où là, justement, ils vont plutôt fréquenter des gens qui ont le même avis qu'eux, ou bien via des sites Internet, on ne sait pas trop d'où ils viennent. Pendant la campagne de Trump, justement, il y avait beaucoup de sites qui étaient créés par des Hongrois qui fonctionnaient, en fait, à la pub. Donc, ils mettaient des titres invraisemblables et qui attiraient, et ils étaient partagés au moins 10 000 fois, alors que c'était des informations totalement fausses. Et c'est ce qui se passe de plus en plus, c'est qu'on fait confiance aveuglément à Internet, et c'est ce qui va arriver avec les jeunes, justement. Donc on lit pas tous 9 journaux par jour, on lit pas tous bientôt plus l'hebdo et 24 heures, et enfin on lit pas forcément le journal, la presse banale, enfin. Pascal Boulay. Ayez confiance en l'être humain, et puis ayez aussi confiance au modèle de formation. Quand vous allez sur les bancs d'école au niveau de l'instruction publique, ensuite votre formation, votre cursus de formation vous donne des valeurs. Je veux dire, moi, je crois qu'il faut lutter contre le populisme ou les fausses promesses que ne tiendra jamais M. Trump. Elles sont déjà rattrapées avec le Mexique, en l'espace de même pas une semaine. Il peut construire un mur, même temps les accords. Est-ce qu'il va dénoncer tous les accords? Donc on voit que très rapidement on est rattrapé par sa bêtise. Mais moi, j'ai pas peur des sites et autres. Puis soyez curieux, restez curieuse, attentifs, et puis après, d'annoncer.
Il y a aussi des comptes paraître. Vous savez comment ça marche sur l'électronique, sur Internet? Quand vous avez tout d'un coup un blog sous un journal, prenons le Figaro par exemple, là, vous avez uniquement des gens qui viennent, vous avez des gens qui mettent 20 informations, d'autres qui mettent 20, puis vous avez de nouveau une balance qui est faite. Pourquoi je me suis amusé à remplir les sondages Tamedia, rien que pour le plaisir? Et puis les remplir à l'envers. Pas moi, Tamedia. Ben oui, parce que c'est ça. Parce que pour moi, un sondage, c'est rien d'autre qu'une foutaise. Bien voilà. Simplement, moi, j'ai pas peur d'Internet. Par contre, où j'ai peur, c'est quand les gens posent les armes et subissent. Et donc, c'est aussi à vous de continuer à dénoncer, de continuer à apporter un autre éclairage de ce qu'est l'opinion publique. Merci. Mathieu Sly. Merci. Alors, Mathieu Sly, ancien membre de la chancellerie fédérale, dans la section des droits politiques, donc je connais plutôt bien le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Moi, j'aimerais construire un peu ma question sur beaucoup de choses qui ont été dites, y compris de la part du public. Et le thème sur lequel j'aimerais entendre nos sages, c'est le thème du fait que des grands problèmes, hein, je pense des problèmes économiques, des problèmes écologiques, d'autres problèmes aussi, ne peuvent être réglés que par une action coordonnée ou de la communauté internationale, je ne sais pas si on peut dire ça, mais disons de nombre d'États ensemble. Et malheureusement, ou fort heureusement, ça dépend des points de vue, la démocratie reste pour l'instant, comme l'a dit le professeur ici, dans le cadre de l'État-nation. Alors là, j'ai 3 exemples ou propositions que j'aimerais vous soumettre. Alors on a d'abord, je prends le cadre européen, je prends le cadre qui est quand même important pour nous tous, et je pense aux gens qui sont dans cet auditoire aujourd'hui, mais de manière plus large, le débat sur le modèle macroéconomique que doit avoir la zone euro, qui nous influence aussi, même si on n'est pas membre de la zone euro, on n'est pas membre de l'Union européenne. Et là, on voit, alors c'est bien ou pas, certains disent il faut continuer comme ça. Je pense à l'ancien ministre des Affaires étrangères français, M. Védrine, qui nous dit ce que veulent les citoyens, c'est des ministres de chaque État qui viennent, qui représentent leur intérêt, et puis qui discutent. C'est ce qu'on a eu. On a eu M. Choblet qui dit il faut faire ci, puis on a eu M. comment s'appelle, le rockstar là, grec, qui dit non, pas du tout, il faut faire ça. Et puis là, à la fin, on a un vote en Grèce, mais qui concerne que les citoyens grecs. Les autres, on ne leur demande pas leur avis directement. Ils sont censés être représentés par leur ministre. Et puis, c'est des choses très importantes. Alors, on peut être pour un côté, on peut être pour l'autre. Mais là, on était obligé de passer par un modèle très diplomatique, des négociations de couloir à l'arrache jusqu'à 3 heures du matin. Et c'est peut-être l'antithèse de ce qu'on a dit, de ce qu'on parle aujourd'hui de la démocratie. Et pourtant, c'est le modèle qu'on a aujourd'hui. Après, un autre, exactement dans la même ligne, c'est le transfrontalier, que je connais bien aussi. Maintenant, la démocratie, elle s'arrête à la frontière, donc on a des problèmes qui concernent les deux côtés. On peut penser au CEVA, ici à Genève, c'est particulièrement fort. On a eu la votation sur les parkings, ça concernait les deux côtés. Les Genevois se sont prononcés, l'autre côté, on ne leur demande pas leur avis. Alors là aussi, on voit, c'est un cadre, alors c'est le cadre de l'État cantonal. Aussi peut-être un problème, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et puis le dernier exemple que j'aimerais donner, c'est peut-être une solution, vous demandez si c'est la solution. Et là, je rebondis sur ce qui a été dit par certains intervenants et par le public. C'est que ici, et même les professeurs, ont souvent parlé de peuple. Et alors, le peuple, comme l'a dit très bien M. Andrassauer, c'est un organe de l'État quand on dit peuple. Quand on dit peuple, ce qui se prononce dans le modèle institutionnel, c'est un organe de l'État, ça c'est très clair, hein, pour les administratifs comme moi qui ont eu travaillé là-dedans. Et quand on parle des gens dont on aimerait avoir l'avis, c'est la population, ou bien le corps électoral suisse, si on considère les gens qui ont le droit de vote, quoique il y a beaucoup de Suisses en dessous de 18 ans n'ont pas le droit de vote, mais ce n'est pas le peuple. Le peuple, c'est vraiment institutionnellement l'organe qui se prononce. Et puis là, en Suisse, il y a des gens aussi différents qu'un artiste homosexuel saint-gallois, un populiste tessinois, un intellectuel académicien genevois, des mondes complètement différents. Alors, complètement différents. J'ai habité du côté suisse-allemand, j'habite maintenant en France. Genève est beaucoup plus proche de la France que la Suisse allemande, beaucoup plus proche. Et pourtant, à travers les institutions, on est arrivé en Suisse à faire que ces différentes perceptions cantonales, ces différentes cultures cantonales, et c'est pour ça que je voulais rebondir sur la question de monsieur, la Suisse est une vilaine nation. On le dit, c'est pas un État-nation. Alors, je suis désolé avec le professeur Crézy, je ne suis pas d'accord. Il y a 3 peuples,
3 cultures très différentes, et pourtant, à travers ces institutions, 4, tout à fait, 4, et à travers ces institutions, à travers le débat, on arrive à faire participer au débat en Suisse quelqu'un qui habite au bord de l'Autriche et quelqu'un qui habite à Genève, qui sont peut-être des positions complètement différentes, et qui arrivent, en votant à travers la démocratie directe, mais aussi la démocratie représentative, à prendre des décisions qui les engagent. Est-ce qu'on peut reproduire ce modèle plus haut, ou bien sur le niveau transfrontalier, ou bien est-ce que c'est une illusion, ça ne marchera jamais au niveau de la zone euro, la France et l'Allemagne sont trop éloignées, ça ne marche pas. Quel est votre avis sur cette question? Merci. Je crois que c'est une vaste question et très compliquée. Alors, moi, je partage votre avis que la Suisse n'est pas une nation, que c'est un pays qui devient un peu une nation à travers l'habitus de vivre ensemble, et on a développé une culture qui fait lentement la Suisse une nation. Mais ça n'a pas grande importance, ça fonctionne très bien, et ça fonctionne parfois même mieux que ce qui est clairement une nation. En ce qui concerne les votes transfrontaliers, je crois qu'il faut respecter la culture politique de chaque pays. La France est représentée par... exprime sa volonté à travers d'autres institutions que la Suisse. Alors, on collabore de pays à pays à travers les institutions. Peut-être qu'un jour, on arrivera à consulter les gens d'Annemasse sur le parking, mais on leur demandera en même temps de payer la même chose. Et ça posera des difficultés. Je crois que ça, il faut y renoncer à court terme. Par contre, ce qui est vrai, c'est ce que disait tout à l'heure Mme Dreyfus, ce que je disais aussi en ce qui concerne le tribunal de Strasbourg, on doit essayer de bâtir une communauté internationale. Et quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, on ne va pas faire un débat sur les États-Unis, Trump lui-même dit « Je veux collaborer avec ceux qui veulent bien collaborer avec moi et à mes conditions ». Notez que ça ne change pas tellement de ce qu'ils ont fait dans le passé, en particulier, mais ils l'ont fait de manière plus polie. Alors, ce qui me choque, c'est la mauvaise éducation de Trump. Sur le fond, je ne suis pas sûr qu'il est beaucoup plus méchant que tous ceux qui nous ont expliqué comment il fallait se comporter dans le monde tout en continuant dans le Delaware et ailleurs à trichoter. Alors, bâtissons une société, mais ne faisons pas de polémique sur ces sujets. Essayons de trouver des solutions, et on en a pas mal trouvé, la Suisse avec l'Union européenne. L'Union européenne essaye avec le reste du monde, et si on réussit à faire nos petits pas, peut-être qu'on aura un jour une communauté internationale plus exigeante. Et si on n'arrive pas, on le payera, notamment en matière d'environnement. Oui, merci à Mathieu pour venir sur différents thèmes, c'est très vaste. Je vais me concentrer sur peut-être le transfrontalier. Là aussi, c'est des expériences qui se passent à l'échelle de 2 pays. Si on prend cette zone ici, je vais parler du Grand Genève, qui s'arrête, je ne sais pas où, le Grand Genève, en tout cas pour certains jusqu'à Lausanne. Si on prend le transfrontalier, tout d'abord, c'est des hommes et des femmes qui se mettent d'accord pour réfléchir à un enjeu de société. Il y a eu un échec sur les P+R, certes, mais en même temps, le transfrontalier, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va au travers de perspectives, de vouloir gommer sur une certaine durée la frontière. Et puis, si ces expériences sont bénéfiques, gentiment, on crée un espace beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Alors après, il peut revenir les tensions. Genève, c'est assez exacerbé avec certains partis politiques. On le sait, la question frontalière du travail. On revient sur des bases qui touchent aux valeurs de l'État-nation. Le travail pour la préférence nationale, c'est ce que les Tessinois ont voté. Mais en même temps, ces expériences de transfrontalier permettent justement de transcender, de tenir un discours, puis de montrer qu'on n'est pas différents les uns des autres. Et puis gentiment, comme on l'a fait pour d'autres régions à l'échelle du monde, quand ça se passe bien, eh bien, à ce moment-là, on crée peut-être potentiellement un autre espace. C'est ce qu'on a souhaité faire avec l'Europe. Ça permet d'aller sur cette notion de l'Europe, et en parlant rapidement de la Grèce. Tu as évoqué la question de la Grèce, de ce qu'on impose à la Grèce, ce qu'on a imposé à la Grèce au travers de normes. Ce qui s'est passé avec cette construction, elle est partie très rapidement, la construction européenne, des choses qui ont été très justes, très fortes, de garantir une cohésion, une paix,
sur un territoire donné, mais en même temps, cette rapidité de cette construction a éludé beaucoup de choses qui ont fait que la Grèce en souffre aujourd'hui. La question de la défense du territoire, avec des gardes frontières ou pas, de savoir que tout d'un coup, il y a une immigration de masse qui arrive, soit sur l'Italie, soit sur la Grèce, puis on dit aux Italiens ou aux Grecs, débrouillez-vous, sans réponse européenne, avec un espace où la liberté de domicile, la liberté d'agir des marchandises ou autres est garantie, mais en même temps, on ne garantit pas aux Grecs ou aux Italiens la possibilité d'avoir une défense. Faut-il défendre ou pas? Faut-il accueillir ou pas? Ce n'est pas mon propos. Identique avec la question de l'euro tel qu'il a été construit, c'est cette approche, la monnaie pose beaucoup de difficultés. Moi, je suis content, en définitive, qu'on clarifie un peu. Je ne suis pas content de la décision des Anglais de quitter la zone, le territoire européen, mais je suis peut-être content que les Anglais, qui est un pays puissant, quittent l'Europe parce qu'ils ne sont pas dans la monnaie. Parce que la monnaie, c'est aussi une notion de cohésion. C'est aussi garantir un équilibre. La Suisse, en 1848, décide d'un pays, d'un drapeau, d'une monnaie. Ça va prendre un peu plus de temps, puisqu'il faut attendre 1906 pour qu'on ait définitivement la monnaie, qu'on balance les monnaies cantonales ou les possibilités cantonales. Mais voilà, donc ça va se construire un peu tous les jours. Il faut le construire dans une logique très claire de garantir un espace où on peut créer de la richesse et que la richesse se construit par la paix des peuples. Et puis la question, on va en débattre prochainement, Madame Dreyfus l'a évoqué, on va débattre de savoir si les juges internationaux pourront juger de certains dossiers au niveau suisse. Ça va être un moment émotionnel au niveau suisse, c'est de comment on va appréhender cette initiative qui va aboutir, et puis elle viendra, et de savoir si la notion de supranationalité peut être traitée à l'échelle internationale. Ça va être un débat qui va être très fort. Merci. J'aimerais peut-être juste ajouter qu'effectivement, la construction d'une unité plus large qu'une unité qui assumait sa pleine souveraineté est toujours très long et très difficile. Vous avez parlé du Conseil des ministres de l'Union européenne. Je veux dire, nous aussi, on a dû attendre très longtemps pour passer de la souveraineté des cantons et leur système d'alliance à un système de confédération d'États et finalement à un État fédératif, ce que nous sommes aujourd'hui. Et je pense que l'Europe deviendra un État fédératif, je l'espère. Je crois que nous avons tous intérêt aussi à le souhaiter parce qu'il permettra d'inventer une démocratie plus forte à l'intérieur de l'Union européenne et de tenir compte mieux des intérêts réels du peuple et non pas tout simplement du clash entre les différents gouvernements. Donc voilà, je crois que l'Europe est à mi-chemin et vous avez eu bien raison de souligner que si la monnaie commune a été un pas important, en fait c'est un pas qui n'a pas abouti puisque le but aussi de l'euro aurait été de créer des politiques économiques communes, ce qui n'a pas pu se faire ou ce que les États n'ont pas voulu faire. Et sans politique économique commune, il est clair qu'une monnaie commune est condamnée à, si on veut, avoir des perdants. On parle toujours des perdants de la globalisation, il y a aussi les perdants de l'euro. Et il y a les perdants d'une Europe qui est encore à mi-chemin, disons, de son parcours. Tout petit mot sur le juge étranger, parce que ça commence à m'irriter un petit peu quand j'entends parler des juges étrangers. Ça existe déjà. À l'OMC, par exemple, on accepte les juges étrangers et personne dans les milieux fanatiques anti-juges étrangers ne veut supprimer notre participation à l'OMC. On serait fichu économiquement. Donc les juges étrangers, ça existe déjà. Puis ensuite, un juge étranger qui est partie de la législation qu'on a acceptée n'est pas un juge étranger. Ça me rappelle les crétins nationalistes valaisans qui disent parfois cette cour du tribunal fédéral suisse ne comportait pas de valaisans, donc on n'a pas à suivre enfin, c'est d'une stupidité rare et j'espère bien qu'on arrête avec cette angoisse du juge étranger que l'on a accepté dans un contrat avec un pays étranger. Merci beaucoup. Johan Rochel. Merci, bonjour à tous. Johan Rochel, vice-président du Forhaus. J'aimerais commencer par une anecdote. Ce matin, j'étais au brunch auquel l'Hebdo a invité ses lecteurs et ses collaborateurs. Un brunch d'adieu. Vous savez, le dernier numéro paraîtra ce jeudi. Et donc, il y avait une ambiance un peu en Valais, on dirait le verre de l'amitié après un enterrement.
où on se retrouve, c'est sympa, on revoit des vieux copains, on discute, on évoque ce qui s'est passé dans le temps, c'est très sympathique. La chance, entre guillemets, avec l'hebdo, c'est que quelque chose de ressemblant, de similaire, d'un peu différent peut-être, peut renaître. La personne n'est pas définitivement morte, si vous me permettez le parallèle. Et donc, il y avait une ambiance aussi de création de quelque chose de nouveau. Et ça m'intéresserait beaucoup. Hasard du calendrier, les organisateurs n'avaient pas pensé que l'hebdo disparaîtrait la semaine où nous ferions ce débat sur la démocratie. Qu'est-ce qu'on peut concrètement faire? Et j'aimerais qu'on ne passe pas quelques minutes précieuses à dire ô combien l'hebdo était important. Partons de l'idée que l'hebdo était important. Qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, comment est-ce qu'on avance sur cette question? Ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre avis là-dessus. Notamment en ayant en tête l'initiative contre le service public qui nous pend au nez, et comment est-ce qu'on va trouver notre compte dans tout ça. La question originale que je voulais poser, elle allait sur le terrain international, mais sur un aspect qui n'a pas encore été évoqué beaucoup ce soir, c'est la démocratie directe et notre expérience comme produit d'exportation de la Suisse. Est-ce qu'on ne devrait pas profiter du momentum international qui est là? On a parlé de Trump, on a parlé de Brexit, on a parlé de la tentation des pays européens de nous offrir des votes de plébiscite qu'on nous vend comme la démocratie, mais qui ne sont pas de la démocratie, qui sont simplement un sondage institutionnalisé, pour dire, mettons au service de nos partenaires les compétences, les leçons qu'on a apprises en Suisse, l'expérience. Je vois Pascal Couchepin qui secoue déjà la tête. Ça exige un peu de sortir de notre esprit. Voilà, la Suisse est un Sonderfall, on serait un cas particulier qu'on ne peut pas copier ailleurs. Je pense que c'est faux. Je pense que la Suisse a fait des expériences qu'on peut exporter, qu'on doit exporter. Et aussi sortir de la Suisse, petite nation qui n'a pas grand-chose à proposer aux autres. Oui, on a des choses à proposer aux autres et il faut simplement qu'on en prenne conscience, qu'on le conscientise un petit peu et puis qu'on ait une attitude progressive et qui va pas expliquer comment fonctionne le monde. On a tout compris, on est Suisse, on est les meilleurs, on va vous l'expliquer. Mais pour dire, on a fait ces quelques expériences, on vous les propose. Prenez ce que vous souhaitez, prenez ce qui vous paraît intéressant. Et il me semble que ça serait un produit assez intéressant pour la Suisse, à l'heure où parfois on cherche des alliés à l'étranger. Est-ce que ça ne pourrait pas être quelque chose qu'on offre comme un présent qu'on amène quand on discute, quand on débat? Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Qui veut commencer? Pascal Brûlis. Alors, sur les médias, il faut qu'ils restent privés, première chose. Ça me semble difficile que l'État commence à financer des médias avec le risque très rapide d'avoir une politisation et puis des médias qui deviennent partisans. C'est très dangereux. Par contre, on a vu que le temps, il y a peut-être des mécènes, des gens qui sont passionnés par la presse. Malheureusement, les vrais éditeurs aujourd'hui, Ringier a créé une alliance avec Axel Springer. Voilà, bon, c'était des vrais éditeurs, ça. Edipresse s'est vendu à Tamedia. On savait qu'avec cette vente à Tamedia, et ça j'ai dès le départ dénoncé. Personnellement, j'ai essayé de travailler en coulisses pour qu'on puisse garder un centre de décision en Suisse romande, qu'on garde, voire même une délocalisation de Tamedia sur la Suisse romande. Le départ de Tamedia de Lausanne, c'était le début d'une autre ère. Elle est en train de s'organiser, clairement. Maintenant, ceux qui aiment la presse, et on sait qu'il y en a un qui aime la presse à sa façon. Monsieur Blocher, lui, finance des journaux sans s'en cacher. Pourquoi pas avoir des journaux peut-être plus pluriels que ceux qui financent, qui soient plus honnêtes que ceux qui financent, parce que quand même, de temps en temps, certains articles, la Welt-Woche, c'est assez amusant de lire certains articles. Alors je me suis des fois ressenti, le grec de Suisse romande, c'était qui au final? Si on veut sauver peut-être les médias, ou en tout cas donner une assise aux médias, en France, certains grands mécènes ont accepté de débourser une partie de leur richesse. Il y a beaucoup de milliardaires dans cet espace, les Maniques ou de Suisse romande. Ils habitent en Valais, ils habitent sur le canton de Vaud, ils habitent sur Genève. Peut-être c'est les fédérés, de leur dire, écoutez, à fond perdu, acceptez, à fond perdu ou avec une rentabilité quasi minime, de soutenir cette pluralité de la presse. C'est peut-être ça l'appel qu'il faut faire au niveau des médias. Maintenant, sur les deux thèmes que vous avez évoqués, il faut être prudent. Comme président des 26 cantons suisses, j'ai fait beaucoup de conférences à l'étranger. Attention, de dire le modèle suisse est fantastique, il se vend comme ça. D'abord, les gens ne comprennent pas. 4 cultures, 4 partis, 26 cantons, une confédération qui s'est construite par le bas sur une longue période. Le 1906, le franc suisse arrive. Presque 50-60 ans après qu'on le décide. Il faut vraiment du temps. Ce qu'on peut exporter aujourd'hui, en tant que praticien, il y a deux choses que je trouve intéressantes. C'est des choses qui touchent à la solidarité confédérale. C'est un modèle qui pourrait être exportable sur le territoire européen, c'est la péréquation entre les cantons. Pourquoi? Parce que le territoire le plus pauvre en Europe, c'est pas qu'ils sont fainéants, c'est la Bulgarie. Le plus riche, c'est le Luxembourg. Mais il n'y a aucun flux péréquatif. Aujourd'hui, au niveau des cantons, il y a des flux péréquatifs qui circulent, confédération, canton, et ça se passe
Globalement, il y a des tensions, mais ça se passe quand même assez bien sur une solidarité. Ça, c'est exportable, on peut le vendre. L'Europe n'a pas ce modèle-là. Ensuite, il y a une deuxième chose qui est exportable, je pense, c'est un budget fédéral. L'euro s'est construit sur aucun budget européen, uniquement des projets financés par un écrêtage de la TVA. Et là, peut-être que gentiment, comme l'a dit Barroso, de construire sur les bases suisses un budget fédéral, ça c'est exportable. C'est des choses qui sont concrètes, où l'Europe pourrait garantir une cohésion, et ça, on aurait peut-être moins de tensions avec les Grecs, quand ils ont tout d'un coup des vagues d'immigration, où il n'y a pas un franc qui vient de l'Europe, ou quasi rien, ou identique au niveau de l'Italie, puis on les laisse se débrouiller en fermant les yeux, en se disant tiens, tant mieux, c'est chez eux, c'est pas chez nous. C'est pas comme ça que je conçois l'Europe. Monsieur Couchepin, il y avait les deux questions. Donc la question En de ce la qui presse, concerne puis l'exportation de notre modèle, je crois qu'il y a un ouais. autre pays ou un autre État qui a le modèle démocratie directe, c'est la Californie. Alors mettons-nous ensemble avec la Californie, ça ne marche pas extrêmement bien en Californie. Ils ont fait des votes parfois contradictoires et finalement, laissons les Américains se débrouiller entre eux, la Californie exporter le modèle ailleurs s'ils le veulent. Moi, je suis l'époux d'une Française et ma belle famille... je te raconte ça parce que c'est assez drôle, et puis je raconte en exagérant un peu. J'ai été élu 4 fois au Conseil national, et mon beau-père, qui est un homme cultivé, raffiné, latin, grec, interne des hôpitaux de Paris, enfin, etc., 4 fois m'a dit « Je vous félicite, Pascal, on se vous voyez, je suis très heureux pour vous, j'espère que ma fille sera très heureuse, tata. Mais rappelez-moi, vous avez été élu à quoi exactement ?» Alors je lui dis « J'ai été élu au Conseil national. » « Ah, vous avez aussi un parlement en Suisse? Alors, j'ai fait comme Broulis quelques conférences à l'étranger et j'ai vu que quand on veut exporter le modèle, on fait plutôt une caricature où c'est reçu comme une espèce de caricature. Alors, s'ils nous le demandent, eh bien, on le fait volontiers, on explique, mais l'idée qu'on va se faire les missionnaires de la démocratie directe à l'extérieur, puis de temps en temps, on doit quand même rajouter, comme l'a dit Mme Dreyfus tout à l'heure, on n'a pas tout à fait une démocratie directe complète, puisque pour les décisions les plus importantes, la règle des cantons joue aussi. Alors il faut expliquer les raisons pour lesquelles on a encore une petite exception. Écoutez, je crois que chaque pays a sa culture et il faut éviter de penser que notre modèle d'un pays de 8,5 millions d'habitants qui a eu des succès remarquables et qui est remarquable comme système est exportable facilement. Encore une fois, si on nous demande, on y va. Mais nous ne devenons pas les missionnaires de notre vanité. Est-ce qu'on exporte? Bon, deux questions, il faut bien y répondre. Volontiers, d'ailleurs, Johan. Que faire après l'hebdo et quel devrait être le rôle éventuellement de l'État? Je dirais d'abord, bien sûr, il faut encourager tous ceux qui le peuvent à créer des journaux sous une forme ou sous une autre, papier, électronique, etc. Et heureusement, il y a une floraison actuellement aussi en Suisse romande. J'entends, moi je reçois je ne sais plus combien de journaux dont je me demande comment ils peuvent exister avec des pages et des pages de plomb et de lettres, et qui sont passionnantes d'ailleurs. Et je reçois des journaux et des informations électroniques. Donc on peut créer des choses, soit coûteuses, soit qui ne le sont pas. On a un excellent journal à Genève qui s'appelle Le Courrier, et ceux qui pleurent l'hebdo peuvent aussi s'y abonner, par exemple. C'est ce que je vais faire parce que jusqu'à présent, je ne l'ai pas fait. Mais j'entends juste pour dire il y a des choses à créer et les moyens électroniques nous offrent de grandes chances. Je ne vais pas faire de la publicité pour domaine public, Jean-Daniel, parce que ça serait abuser de la situation. Et comment Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il peut y avoir un rôle pour l'État de soutenir une presse indépendante, de veiller à un débat aussi, d'animer un débat en Suisse. C'est compliqué, c'est difficile, mais on a un système actuellement, comme vous le savez, qui repose sur le subventionnement des frais de port. C'est certainement plus la bonne façon de faire, mais je ne serais en tout cas pas fermée à l'idée que pour animer le débat, on puisse trouver des moyens aussi d'un financement public, bien sûr partiel, et qui ne serait pas un modèle blochérien de prise de pouvoir sur la presse par l'État.
Donc il y a des choses à faire et effectivement l'Hebdo est une belle équipe et j'espère que cette équipe va retrouver différents moyens de rebondir. Le produit d'exportation du modèle suisse, je partage la modestie pour une de Pascal, grande qualité de mon ami. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'on peut exporter, c'est notre expérience du fédéralisme avec ses qualités et ses défauts. Et nous avons en particulier été actifs aussi dans une réunion des États fédéralistes du monde. Et je crois que ça continue. Et c'est vraiment intéressant parce que, en général, on dit que les États fédéralistes sont les États les moins belliqueux et sont les États qui permettent également de développer le plus la participation populaire par l'obligation de tenir compte des différentes souverainetés en dehors des souverainetés de l'État. Et la Suisse peut jouer un rôle, encore une fois, en montrant aussi les défauts de son propre système fédéraliste, mais en encourageant en fait le fédéralisme et en créant une espèce d'échange, de réseau d'échange entre les différents États fédéralistes, et ils sont relativement nombreux. J'aimerais juste ajouter quelque chose. Bien sûr, notre système n'est pas exportable tel quel. Il n'est pas d'ailleurs inventé forcément uniquement en Suisse. Le Conseil fédéral est un directoire que nous avons hérité de la France. Nous avons hérité beaucoup de la Constitution américaine, etc., etc. Donc ne croyons pas être tout simplement les inventeurs et essayer de mettre un brevet sur notre système politique. Une chose est certaine, c'est que comme il s'est développé, il ne l'était pas forcément à l'origine, encore que, il a permis de cultiver une culture du débat, une nécessité de la négociation à l'intérieur même de nos frontières entre les différents partis politiques, les différentes entités culturelles, etc. Et ça, je crois que c'est très important parce que c'est vraiment constitutif d'une démocratie qui n'est pas tout simplement le règne de la majorité. Et cette culture du débat que nous avons cultivée, Pascal et moi, au sein du Conseil fédéral, je peux vous assurer que c'est une vraie négociation, que c'est un vrai débat qui a lieu, une vraie nécessité d'arriver à quelque chose qui puisse rallier. On disait un temps que si on arrivait à rallier 70% du Parlement, on était vacciné contre un référendum. Et donc notre effort en tant que membre du gouvernement, avec ensuite en poursuivant le travail avec le Parlement, était de créer des majorités aussi vastes qui reposent sur la prise en considération d'intérêts différents. Et c'est cela, je crois, qui est une des caractéristiques de la Suisse et de son fonctionnement démocratique, et j'y attache beaucoup d'importance. Merci beaucoup. On est arrivé, on a déjà dépassé les horaires. Merci beaucoup à vous tous d'être restés. Attendez, parce que nous avons quelques mots de conclusion de Charles Kléber, à qui je vais passer la parole pour terminer et nous dire comment réenchanter. Je pense, comme vous voulez. Vous voulez rester? Vous voulez descendre? D'accord. Merci beaucoup. Vous permettrez à votant médian, plus que médian, de conclure. J'aimerais conclure en vous remerciant. Je dirais que j'ai senti dans toute cet après-midi souffler une passion démocratique, ce que Pascal appelle le bruit de fond. Je préfère encore la passion. J'ai constaté aussi que la réflexion entre nous crée une intelligence collective, permet de voir ce qui est dans le réel, mais aussi ce qui pourrait être. Donc, encore une fois, merci aux je dirais, initiants, à notre hôte Philippe Burin, à Yves Oltramar, citoyen du monde inquiet et qui veut transformer son inquiétude en action. Merci à Ruth Dreyfus et Pascal Couchepin. Je vous ai trouvé plus d'accord qu'à l'époque. Mon ancienne chefine et mon ancien chef, plus d'accord. J'ai probablement réconcilié, non pas par l'âge, mais par le réel, je dirais. Merci à Pascal Broulis. Absolument.
Pascal, qui a toujours l'autre Pascal, qui a toujours cette passion démocratique en lui, qui l'amène à en parler, à la vivre. Je remercie aussi, parce que là, j'ai parlé de l'élite politique au sens analytique du terme. Je parle maintenant de l'élite politique future, au sens analytique du terme aussi. Donc, j'ai remercié Kaya, Louise, Joanne et Mathieu. Merci Andreas Sauer, merci à Hans-Peter Krisi, Thibert, qui nous ont apporté les faits, mais aussi les faits mis en cause dans le débat. Merci à Madeleine qui vient de l'EPFL, qui montre que l'EPFL mène à tout, et avec quel panache. Merci à vous tous. Bonne soirée. Ah, j'oubliais. Vous retrouverez le lien, vous recevrez le lien de l'ensemble de la dispute, plus du film, et puis qui vous sera envoyé prochainement. Et la prochaine dispute sera consacrée à la sécurité au prix de la liberté, Big Data, les démocraties douces qui nous attendent, beau thème, qui va dignement succéder à celui qui nous a réunis aujourd'hui ensemble. Merci.